Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse, dans laquelle je vais à nouveau décortiquer la stratégie d'un trader qui a eu des performances vraiment exceptionnelles. Parce que je vous ai fait une vidéo sur déjà ce même type de trader, c'est-à-dire quelqu'un qui avait fait 35% de performance annualisée pendant 13 ans, un trader tchèque. J'ai fait cette vidéo qui avait eu pas mal de succès sur la chaîne, donc je me suis dit, je vais repiocher une histoire qui vient toujours du livre de Jack Schwager, Unknown Market Wizard, donc les magiciens des marchés inconnus. Cette fois-ci, j'ai pris Chris Camillo. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'il est assez présent sur YouTube, sur sa chaîne Dumb Money. Alors lui n'a pas eu un rendement, une performance de 35% annualisée pendant 13 ans, mais il a eu une performance annualisée de 68% sur 14 ans, ce qui lui a permis de transformer 83 000 $ en 21 millions de dollars. Alors vous savez, les Américains, ils adorent le côté storytelling, ils adorent nous raconter qu'ils ont commencé à 12 ans, c'est vrai pour Warren Buffett, c'est vrai pour la plupart des Américains, ils ont des petites histoires comme ça à nous raconter. Ce que nous raconte Chris Camillo, c'est que lui, quand il était adolescent, il aimait beaucoup faire les vide-greniers. Vous comprendrez plus tard le lien avec son trading. Il aimait beaucoup faire les vide-greniers parce qu'il s'était rendu compte que les personnes qui faisaient les vide-greniers, c'était souvent des femmes, à peu près toujours dans la même tranche d'âge, je sais pas, peut-être 35-50 ans, et qu'elles étaient assez fortes pour trouver les bons prix sur tout un tas de produits, mais pour d'autres produits, notamment les produits plutôt masculins, elles avaient du mal à mettre le bon prix et souvent elles ne vendaient pas assez cher. Et donc lui s'était rendu compte que souvent elles ne vendaient pas cher des objets comme des montres ou bien des jouets anciens, des trains électriques un peu de collection par exemple. Donc lui a vite compris qu'en achetant ça et en les revendant à des spécialistes, donc des spécialistes des montres ou bien des spécialistes des jouets anciens, il pouvait faire pas mal d'argent. Et donc ça, on va dire que c'est son premier type de trading, vous verrez le lien un petit peu plus tard. Son premier trade, en fait, il est tout bête, c'est qu'un jour, il va, de retour d'un vide-grenier, il va dans son épicerie habituelle, 7-Eleven, donc très classique aux États-Unis, et il s'aperçoit qu'à la place des deux réfrigérateurs Snapple, donc les jus de fruits américains, aussi l'une des marques les plus connues, mais il n'y en a plus qu'un, et à la place, l'autre réfrigérateur est remplacé par des boissons Arizona, vous savez, c'est souvent des thés glacés qui ont débarqué en France il y a quelques années. Donc lui a voulu en fait faire un trade avec ça. Il a demandé à son grand frère, qui était déjà à l'époque broker, qui lui a dit comment faire, j'ai un petit peu d'argent, j'ai 300 $ en fait à placer, comment est-ce que je peux gagner sur cette information comme quoi Snapple est en train de perdre des parts de marché. Et son frère lui a conseillé d'acheter des options, et notamment des options de vente, des puts, et c'est ce qu'a fait Chris Camillo. Il a acheté pour 300 $ d'options de vente, et son trade a bien marché puisqu'il a triplé sa mise, il est reparti avec 900 $. Donc ça lui donne bien sûr le goût du trading, et donc en fait il va commencer à trader, à prendre le peu d'argent qu'il gagne un petit peu à côté pour investir sur les marchés, notamment au travers d'options. Mais le problème, c'est que c'est pas comme son premier trade, c'est qu'il commence à perdre, donc il change de méthode, et puis il continue à perdre, et puis il change à nouveau de méthode, il continue à perdre, etc. Jusqu'au moment où il lit un livre que je vous recommande souvent, c'est le livre de Peter Lynch, vraiment l'un de mes préférés, qui s'appelle One Up on Wall Street. Et il connecte tout de suite avec ce livre, parce que, si vous l'avez lu, et je vous le conseille vraiment, Peter Lynch parle beaucoup d'investir dans ce que l'on connaît. C'est vraiment l'un des mantras de Peter Lynch, investissez dans ce que vous connaissez, et ça correspond bien un peu au trade qu'a fait Chris Camillo sur Snapple, donc ça va forcément influencer en fait sa manière d'investir. Mais malheureusement, Chris Camillo continue à perdre. En fait, il continue à mettre de côté quelques centaines d'euros tous les mois, il continue à acheter des options avec ces quelques centaines d'euros, et malgré la lecture du livre de Peter Lynch, il continue à perdre, donc il arrête totalement. Et c'est que quelques années plus tard, je crois que c'est en 2006, au moment où Chris Camillo travaille pour une société qui fait des enquêtes d'opinion, des sondages tout simplement, qu'il a mis de côté 83 000 $ et qui se décide à réinvestir, à reprendre un peu un type de trading un peu similaire à ce qu'il faisait auparavant. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les enquêtes d'opinion, c'est loin d'être l'idéal en fait pour détecter des tendances. La première raison, c'est que c'est très long. Entre le moment où vous décidez d'attaquer un sujet, il faut rédiger des questions, il faut trouver un panel, etc. Il faut interroger les gens, après il faut analyser les données. Donc ça prend souvent plusieurs mois entre le moment où vous voulez analyser une tendance et le moment où vous avez les résultats sur cette tendance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'est aperçu qu'en fait,
les gens, c'est pas qu'ils mentaient pendant pendant ces études, mais en fait, ils agissaient différemment de ce qu'ils disaient. Par exemple, on leur demandait, est-ce que vous êtes prêt à basculer sur un téléphone qui n'a pas de clavier ? Puisque bien sûr ça a été la nouveauté de l'iPhone il y a maintenant très longtemps, et les gens répondaient non, je suis pas prêt à basculer sur un téléphone qui n'a pas de clavier. Mais n'empêche que quand l'iPhone est sorti, les gens n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit, puisqu'ils se sont mis à acheter en masse des iPhones. Et donc ce qu'a fait Chris Camillo, c'est qu'il s'est vraiment mis en tête de trader ce qu'il observait, vraiment la manière dont les gens réagissaient, la manière dont les gens agissaient dans les magasins. Donc il interrogeait des vendeurs, il regardait énormément aussi les réseaux sociaux. D'ailleurs c'est vraiment dans cette voie qu'il s'est dirigé plus tard. Et en fait, de la même manière que dans les vides-greniers, si vous voulez, il avait tendance à acheter des produits plutôt masculins parce qu'il y avait un problème de pricing. En fait, les femmes qui vendaient ces produits ne savaient pas trop quel prix mettre. Elles ne voyaient pas l'intérêt, par exemple, d'acheter un vieux jouet, un vieux train électrique ou une vieille montre toute rayée. Alors que de l'autre côté, il y avait des acheteurs spécialisés qui étaient vraiment friands de ce genre de demande. Et donc lui, il s'est un peu spécialisé dans les produits qui sont loin de Wall Street. Et il donne l'exemple de l'iPhone. Quand l'iPhone est sorti, il était au départ uniquement sur le réseau AT&T aux États-Unis. Et il s'avère que le réseau AT&T à New York était très mauvais. Et en fait, il y a eu un temps d'adoption par les financiers de l'iPhone qui a été très très long, et on le sait, à l'époque, les financiers étaient fans de leur BlackBerry avec leur petit clavier, avec leur mail, etc. Ils ont mis beaucoup de temps en fait pour basculer du BlackBerry à d'autres types de téléphones, et notamment l'iPhone. Alors que lui, Chris Camillo, quand il a vu autour de lui ses amis, les premiers qui commençaient à acheter un iPhone et qui le sortaient, et en voyant la réaction de toutes les personnes autour, lui qui n'était pas du tout un fan des produits Apple, en voyant un peu la réaction des gens juste à la vision de l'iPhone, à voir comment ça marchait, avec les icônes, le côté touch, etc., il s'est dit qu'il y avait un coup à jouer, et ça a été d'autant plus vrai quand il a vu que finalement Wall Street mettait énormément de temps à adopter ce type de technologie. Et donc il a commencé avec ce type de trading, quand il voyait une différence en fait entre la manière dont Wall Street, mais ça marche aussi pour l'Europe, vous avez compris, je parle des pros de la finance, voyait un produit, une entreprise, et quand il y avait une différence entre donc cette vision-là et celle qu'il observait réellement dans la réalité. Et donc là, tout d'un coup, son trading a commencé à avoir des performances vraiment bonnes, en fait plus que bonnes, mais lui, ça ne rendait pas trop compte. C'est uniquement quand il s'est inscrit sur une plateforme de trading qui permettait de comparer ses performances. Vous avez des plateformes qui permettent de faire du copy trading, donc qui permettent de comparer ses performances avec d'autres traders, qui s'est rendu compte qu'il était premier sur les 30 000 traders de la plateforme, et là il s'est dit, là je tiens probablement quelque chose. Donc son compte s'est mis à grossir, vu ses performances, à la grosse différence, vous savez, du premier trader dont je vous avais parlé, Pavel, le trader tchèque, qui lui utilisait son trading pour vivre. Là, ce n'est pas le cas au début pour Chris Camillo, donc il permet d'accumuler ses gains, de profiter des intérêts composés, et c'est là où on voit l'énorme différence entre quelqu'un qui va vivre de ses intérêts ou de ses performances et une autre personne qui va au contraire pouvoir les laisser s'accumuler. Donc ça, c'est le premier avantage pour lui de ne pas encore être trader à temps plein, même s'il le devient rapidement après son premier million de dollars. Et en fait, il explique que son principal atout dans ces années-là, c'est sa patience. Et sa patience, elle vient aussi du fait que comme il n'est pas professionnel, comme il est toujours dans cette entreprise qui fait des sondages, déjà il n'a pas besoin de l'argent pour vivre, et puis il n'a pas besoin non plus de faire des trades. Donc il explique qu'il peut passer plus de 6 mois sans faire un trade, et c'est pas du tout un problème pour lui, il attend d'avoir une vraie conviction. Et à l'inverse, quand il pense à son pire défaut, pour lui, c'est justement de ne pas être patient, les rares fois où il n'a pas été assez patient, puisqu'il s'est un peu forcé à trader, et ça a été finalement ses moins bons trades. En fait, lui attend d'avoir un faisceau de convictions, vraiment un faisceau d'indices qui vont lui donner une forte conviction, qui vont lui permettre de rentrer dans un trade, puisque lui fait très peu de trades, il fait 1 à 2 trades par an, donc vous imaginez qu'il attend vraiment d'avoir un nombre d'informations très très importantes pour y aller, puisque c'est notamment à ce moment-là qu'il va commencer à se professionnaliser un petit peu et à quitter son boulot pour vivre de son trading. En fait, il appelle sa technique du social arbitrage. En fait, c'est dans le sens où lui il va se focaliser sur toutes les données non financières. Il ne regarde vraiment pas soit les données financières de l'entreprise, analyse fondamentale, il ne regarde pas. Il ne regarde pas non plus le prix de l'action. Tout ce qui est analyse technique, ça ne l'intéresse pas. Lui s'intéresse sur l'adoption en fait par la communauté, par la société d'un nouveau produit, service, etc. Quelque chose qui est en train vraiment de révolutionner
une entreprise, donc ça peut être une grosse entreprise ou une entreprise plus petite. En fait, sa manière de faire, c'est qu'il va partir d'une hypothèse. Ça peut être qu'il a entendu des ados qui étaient tout excités sur un jeu vidéo, ça peut être qu'il s'est aperçu que sur un sujet social, il y a plusieurs... Enfin voilà, toutes les discussions revenaient un peu sur le même thème. Ça peut être tout simplement une file d'attente importante à un magasin où il se dit, bah tiens, là il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être tout le monde qui se précipite sur le même produit, donc ça démarre par ça. Et une fois qu'il a cette hypothèse de se dire, bah là j'ai l'impression que tout le monde veut, je sais pas, des Crocs ou tel jeu vidéo, que tel film fait vraiment un carton, ou telle série Netflix, lui va commencer à chercher toute l'information, ce qu'il appelle off-radar. Il va chercher partout où il peut la trouver. C'est-à-dire qu'il va aller dans les magasins, par exemple, si c'est un bien physique, il va aller dans les magasins de vêtements pour demander aux vendeurs, pour parler avec des clients quand il en a l'occasion. Bien sûr, il va passer énormément de temps sur les réseaux sociaux, il va parler à ses amis, à son entourage, etc. Il va vraiment essayer de trouver toute l'information. Et avec le temps, il a commencé à se focaliser sur les réseaux sociaux. Parce qu'il était à une époque, donc là on est 2006, enfin un peu plus tard, peut-être dans les années 2008-2009, là, il va vraiment commencer à se focaliser sur les réseaux sociaux qui en sont toujours au début. On n'a pas une adoption massive, mais qui permettent déjà d'identifier des grosses tendances. Et ce qu'il fait, alors au début c'est manuellement, il va chercher des hashtags, il va chercher un peu les discussions les plus, voilà, où on a le plus d'adoption, mais petit à petit il va se professionnaliser. Et en fait, avec un de ses copains qui est informaticien, il va demander au départ à 40 étudiants de faire justement toutes ces recherches. Ils vont lister des hashtags, des mots-clés, etc., jusqu'à en avoir 1 million, qui vont lier à 2000 entreprises, pour voir justement ressortir de manière automatique tout ce qui est un peu trending, tout ce qui sort du lot, toutes les conversations qui commencent vraiment tout au début d'une tendance. Et en fait, il commence tellement à se professionnaliser sur cette partie réseaux sociaux qu'il va créer une entreprise qui est dédiée à ça, une entreprise qui s'appelle TickerTags, qui va être au départ indépendante, puis qui plus tard va se faire racheter. Mais l'idée de TickerTags, en fait, c'est qu'il va utiliser à la fois toutes ces données, ces signaux faibles en fait venant des réseaux sociaux, il va les utiliser pour lui, pour faire son propre trading, mais il va aussi les vendre. Il va les vendre à des sociétés qui font du venture capital, donc qui font faire de l'investissement dans des startups. Il va les vendre à des private equity, même à des hedge funds, enfin à tout type d'entreprise en fait qui va avoir besoin de ce type de données. Donc là, on comprend un petit peu comment Chris Camillo trouve une entreprise dans laquelle investir. Donc il voit quelque chose qui le titille et ensuite il va chercher toute l'information non financière disponible. Maintenant sur quand sortir, et là c'est intéressant, parce qu'en fait il explique que, et ça c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, le moment de sortir ce serait l'annonce des résultats. Pourquoi ? Parce qu'en fait Chris Camillo, il détecte des signaux faibles qui n'ont pas encore été détectés par le marché, et donc normalement, en théorie, c'est au moment des résultats qu'on va s'apercevoir que les ventes sont supérieures aux attentes, que les attentes sont mieux que celles qui étaient prévues par le Wall Street, et c'est normalement le moment de vendre. Mais Chris Camillo s'est aperçu, et je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet, que notamment les hedge funds, mais la communauté financière utilise de plus en plus elle aussi, c'est toutes ces données off-radar, et notamment ce qu'on appelle les données alternatives. Ça va être notamment très utilisé les données des cartes de crédit, ou bien les données d'images satellites, où on voit à quel point les parkings de Walmart sont remplis ou bien sont vides. Et donc il s'est aperçu que lui essaye de détecter ces énormes tendances de fond très très tôt, mais que la plupart du temps, Wall Street détecte ces tendances avant les résultats, justement parce qu'ils vont utiliser notamment les données de cartes de crédit, ou bien je disais d'images satellites, des stocks des entreprises, etc. Donc lui, il va sortir principalement soit quand le marché commence à intégrer donc ce type de données, ou bien lorsqu'il voit que la nouvelle sur laquelle il s'est basé, par exemple qu'une certaine marque devient vraiment à la mode chez les ados, il va sortir au moment où ça commence à être public, au moment où il y a des articles dans les médias, où il commence à voir que c'est mentionné dans les analyses financières par exemple des banques. Alors je trouve que son point de vue est vraiment très intéressant, et notamment c'est intéressant, et ça tombe bien, c'est un peu un hasard, mais ça tombe bien que cette vidéo, je la fasse au moment où je viens de faire 2 vidéos sur les analystes financiers, en expliquant les bémols qu'a cette industrie, et notamment les conflits d'intérêts qu'a cette industrie, parce qu'en fait l'approche de Chris Camillo permet de relativiser
la différence de niveau, on va dire, entre des traders particuliers et puis des professionnels. Parce que les professionnels sont souvent très bons, mais ils n'ont pas le temps d'analyser en détail les dossiers, ils ont des règles très strictes, ils ont des conflits d'intérêts, etc. Et Chris Camillo nous prouve qu'un trader particulier qui fait le boulot, qui se base sur ses forces à lui, sur là où il pense avoir plus d'informations que quelqu'un qui va être enfermé dans une tour de la défense ou bien à la City de Londres ou bien à Wall Street, qui va avoir plus d'informations parce qu'il est plus ancré dans le monde réel. Et lui, en fait, son but, c'est de, comme je l'explique dans ma vidéo sur les données alternatives, c'est de deviner le présent à très court terme, plutôt que de faire des prévisions où il regarde autour de lui. Ça, pour moi, c'est l'aspect qui est super intéressant. Mais il y a quand même plusieurs bémols à son approche. Le premier bémol, c'est son apparente facilité. Il faut faire très attention à ça. Ça paraît très facile, mais en fait, je pense que vous l'avez senti dans ce que je vous ai dit, il y a énormément de boulot derrière. Et d'ailleurs, dans son évolution, si vous regardez un petit peu soit des vieilles vidéos de Chris Camillo, des vieilles interviews, etc., ou ce qu'il fait maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une énorme professionnalisation entre ses premiers trades dont je vais parler. D'ailleurs, je vous en ai pas forcément parlé, mais je vais vous donner quelques exemples de trades. Il a fait un trade sur Under Armour, donc les vêtements sportifs, parce qu'il s'est aperçu qu'il faisait très froid, un hiver où il faisait très froid, qu'il y avait une adoption d'une de leurs sous-marques, on va dire, enfin dans de leurs sous-marques, on va dire, qui s'appelle Cold Gear. Il s'est aperçu que vraiment tout le monde se jetait là-dessus pour continuer à courir, faire du vélo, etc. malgré le froid. Autre trend qui s'est... je dis tendance d'ailleurs, mais c'est pas des tendances que lui cherche, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. C'est en fait une tendance des consommateurs, mais qui va complètement transformer l'entreprise dans laquelle il investit. Par exemple, il s'est aperçu que des eaux pétillantes aromatisées, qui s'appellent La Croix, avaient un énorme succès. Et tout au début de ce succès-là, il a regardé donc qui vendait ce type de boisson. C'est une entreprise, je vous la mettrai à l'écran, mais qui s'appelle National Beverages, enfin bon, bref, quelque chose comme ça. Il a trouvé qui faisait ça. Il a vu que les boissons La Croix représentaient une grosse partie du chiffre d'affaires, parce que ça, c'est quelque chose de très important à regarder, et donc il a investi là-dedans avec un gros profit. Donc au départ, il partait de ce type de choses vraiment observées par lui-même, et puis avec le temps, il s'est vraiment spécialisé dans l'aspect big data, traitement en masse de ces données. Et un point que je ne vous ai pas mentionné mais qui est important, si vous détectez ce genre de début de tendance et que vous êtes intéressé, un des points à vérifier, c'est bien sûr que le marché n'a pas encore capté cette tendance, que c'est vraiment quelque chose que vous êtes parmi les premiers à repérer, et ça c'est vraiment un des talents et le plus gros travail que fait Chris Camillo, c'est-à-dire que il faut vraiment qu'il soit avant, puisqu'on l'a vu, que les hedge funds vont détecter par exemple au moment où les cartes de crédit sont utilisées, vu qu'ils achètent ces données de cartes de crédit. Donc ça veut dire que vous, si vous faites ce social arbitrage, il faut en fait que vous détectiez une tendance au moment où il y a encore peu d'achats et vraiment tout au début de l'adoption par une communauté. Si vous attendez que les gens achètent et que vous allez vous tourner vers l'entreprise parce que vous voyez que tout le monde autour de vous a acheté un certain objet, c'est déjà trop tard, parce qu'en fait, ces données-là, ces données alternatives au travers des cartes de crédit sont déjà disponibles pour les hedge funds. Donc ça, c'est un autre aspect. Non, c'est pas facile. Oui, c'est de plus en plus difficile parce que lui a démarré en 2006, 2007, 2008. Donc regarder les réseaux et surtout faire du trading sur les réseaux à cette époque-là, c'était extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu la norme au sein des hedge funds. La plupart des hedge funds utilisent ce type de données, les données de Twitter, etc. Alors un point important à vérifier, c'est que quand vous avez identifié, comme lui le fait sur Under Armour, il l'a fait aussi sur Netflix, quand il y a Stranger Things qui est sorti, etc., sur Disney, sur La Croix, là, les eaux pétillantes, etc., il faut vraiment être sûr, donc en un, je le disais, que le marché ne l'a pas déjà capté, et en deux, qu'en fait, cette tendance, elle va avoir un impact suffisamment important sur l'entreprise. Parce que si je prends l'exemple de Disney, qui est vraiment un mastodonte, c'est pas parce que tout le monde se précipite dans un parc d'attractions qui a un nouveau, Disneyland Paris qui a une nouvelle attraction, c'est pas pour autant que ça va bouger quelque chose au niveau de Disney. Même chose s'il y a juste un gros blockbuster qui cartonne, c'est pas forcément ça qui va faire la différence, ou bien si c'est uniquement Disney Plus qui va se mettre à bien marcher. Donc c'est pour ça que parfois c'est une approche qui marche mieux sur des petites entreprises, souvent des entreprises d'ailleurs monoproduits. Je peux mettre Netflix dans ce lot-là, d'entreprises monoproduits. C'est là où on va avoir le plus d'impact parce que cette tendance va vraiment changer la vie de l'entreprise. Donc vous l'avez compris, à la fois je trouve ça très bien parce que ça montre à quel point
un trader particulier peut faire vraiment du stock picking de qualité et avoir des performances vraiment incroyables. Ça, c'est vraiment super. Ensuite, apparente facilité, faites très attention. Mais je vais rajouter un autre bémol, et bémol que vous allez bien comprendre d'ailleurs si vous avez lu le livre Le hasard sauvage de Nassim Taleb. Ce bémol, c'est le fait que même si Chris Camillo a eu une performance vraiment ahurissante en fait en 14 ans, c'est qu'il a fait très peu de trades. Il y a à peu près une dizaine de trades qui lui ont changé la vie, qui lui ont fait passer son compte de trading de 83 000 $ à plus de 20 millions aujourd'hui. Et en fait, avoir une performance pareille en juste 10 trades, surtout des trades en fait qui sont faits sur des options, c'est-à-dire avec un très fort effet de levier, c'est-à-dire que lui, la plupart de ses trades gagnants vont lui faire multiplier sa fortune par 2, 3, 4, voire plus. Quand on a aussi peu de trades, on ne peut pas éliminer le fait que c'est peut-être dû à la chance. Et je sais que ça peut paraître choquant quand on entend ça comme ça, et on se dit, oui mais Xavier, tu te moques de quelqu'un, enfin tu te moques pas, mais tu mets en doute la performance de quelqu'un qui est passé de 80 000 $ à 20 millions de dollars. Non, c'est pas du bol, sinon fais pareil, etc. Si c'est la chance, je peux pas faire pareil. Mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on peut pas éliminer le fait que des Chris Camillo, il y en a eu 200, qui ont eu la même stratégie, c'est-à-dire d'essayer de choper des tendances et de tout mettre sur des options, mais que sur ces 200, il y en a 199 qui ont tout perdu. Et il y en a un, si vous voulez, qui a gagné à la roulette 2-3 fois de suite. Ça, on ne peut pas y échapper, ou bien qui a fait pile 10 fois de suite, comme je vous montrais dans une autre vidéo sur le hasard. Bref, ça, on ne peut pas l'exclure. Et si vous avez un doute sur là-dessus, je vous conseille vraiment de lire Le hasard sauvage de Nassim Taleb, qui lui est bien plus critique que moi, puisque lui dit même qu'un Warren Buffett doit potentiellement la totalité de sa fortune au hasard, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait eu au départ des millions de Warren Buffett et qu'il n'y en a qu'un qui a réussi par pure chance. Moi, je ne le crois pas. Mais voilà, c'est la théorie de Nassim Taleb. Je vous conseille vraiment ce livre, Le hasard sauvage. D'ailleurs, comme la plupart des livres de Nassim Taleb, c'est vraiment très intéressant, ça va contre le stock picking, puisque lui pense que les marchés ne sont pas prévisible du tout, il est encore pire que moi là-dessus, mais voilà, très intéressant, surtout quand on a ce type de stratégie. En tout cas, c'est vraiment, je trouve, une approche qui est différente et une approche qui est intéressante à partager, parce que je trouve ça motivant de se dire que déjà, un particulier qui bosse et qui a du talent peut être meilleur que la plupart des professionnels, ça j'en suis vraiment intimement persuadé, et le fait donc on n'a pas besoin d'avoir forcément un PhD ou d'être une star en maths ou en physique pour réussir sur les marché, pas du tout. Quelqu'un avec du bon sens et beaucoup de travail peut faire vraiment des trucs incroyables. Voilà, merci beaucoup d'être arrivé au bout de cette émission. N'oubliez pas de liker, je vois que vous me mettez beaucoup de likes, ça me fait vraiment super plaisir. La partie podcast aussi, elle est très importante, donc si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre une note, idéalement 5 étoiles si vous pouvez, ce serait vraiment génial, sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive énormément. Voilà, à bientôt pour une autre émission.